Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Au mois de septembre, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs personnes, Blandine Rico-Home, Caroline Sost, et dans ce podcast, vous allez faire la connaissance de Claire Stride. Donc j'adore le dynamisme de Claire. On a comme point commun de ne pas rentrer dans le moule et comme moi, elle s'est créée un métier sur mesure. Donc aujourd'hui, elle est consultante en intelligence relationnelle et émotionnelle. Elle s'est formée aux neurosciences et elle s'occupe d'enfants et d'adultes qui ont des troubles de l'apprentissage ou des personnes au potentiel. Enfin voilà, elle parle de diversité cognitive. Donc dans ce podcast, qui est un format beaucoup plus court que d'habitude, à peine 15 minutes, on a parlé de créativité, d'estime de soi, des personnes au potentiel et un petit peu d'autisme. Je vous laisse découvrir et je laisse place à ma conversation avec Claire. Bonjour Claire, on est sur le festival de l'école de la vie, donc je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Céline, merci beaucoup. Merci de m'accorder cette interview. Donc moi c'est Claire Stride. En général quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je rends les gens heureux. Ce qui a le mérite de faire sourire et de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Je suis consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, formée en neurosciences et avec une expertise sur ce qu'on appelle la neurodiversité, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des troubles d'apprentissage et qui donc les 10, les hauts potentiels et tout le spectre de l'autisme. Donc moi je prends soin de tous ces gens-là pour qu'ils trouvent leur place dans la vie et qu'ils arrivent à comprendre le fonctionnement de leur cerveau. C'est un beau programme. Vous faites ça depuis longtemps ? Officiellement, j'ai pris cette étiquette-là depuis 1 an en m'affichant comme étant ambassadrice de la neurodiversité. Officieusement, je sévis depuis une 20aine d'années et en fait, en vrai, on va dire, je fais ça depuis toujours. Je crois que depuis le collège, j'aide mes copains à comprendre les cours et à décrypter les choses pour les rendre simples et de façon à ce que chaque personne puisse l'apprendre de la façon qui lui est propre. Donc je crois que j'ai toujours fait ça. D'accord, donc vous avez senti que vous aviez un potentiel et que vous alliez pouvoir aider les gens, donc vous avez voulu en profiter. Alors en fait, pas du tout. J'ai commencé par... j'ai pas pris ça, vous savez, comme souvent notre talent, il n'est pas visible à nos yeux. Donc du coup, pour moi, ça c'était facile, c'est un truc que je faisais à côté. Donc moi je suis partie faire historienne, décrypter des parchemins anciens, travailler sur les vieilles pierres et je faisais ça à côté. L'idée d'en faire un métier m'est venue que bien plus tard, à la trentaine en fait. Et est-ce que vous pensez que l'école, justement, quand vous étiez élève, l'école ne vous a pas permis, en fait, de découvrir ce talent, ce potentiel avant ? Elle est horrible, votre question. C'est exprès. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas reconnu comme un potentiel, ce qu'on va appeler aujourd'hui les soft skills, en fait, ou tout ce qui est talent, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte avec la maîtrise des maths, de la grammaire ou de l'anglais. Forcément, on s'est pas mis en avant. À l'école, il fallait faire une fac, il fallait faire un BTS, il fallait faire un vrai métier, un truc qui existe. Moi, aujourd'hui, je me suis créé mon métier de A à Z. Et pour l'école, c'était inenvisageable. Donc oui, vous avez raison. Mais vous avez quand même réussi à mettre votre créativité au service de votre vie pour créer votre métier sur mesure. Exactement, ce qui n'a pas été sans conséquence. Ça a été très compliqué d'être moi-même et créative à la fac. Ils ne sont pas très très ouverts là-dessus. Ça a été très compliqué dans le monde professionnel. Quand j'arrivais en entretien et que j'expliquais qui j'étais, ce que je voulais faire, en général, c'était la porte ou c'était violent. Je ne vous cache pas en toute franchise que j'ai vécu des rapports assez violents en fait professionnellement, dans l'incompréhension en fait de ma vision et de mon envie d'aider les gens. Je suis souvent passée pour quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de trop direct, qui rentre pas dans le moule forcément, ça je sais pas faire. Puis avec une vision, une envie d'aider le monde et en gros j'étais complètement perchée pour les gens. Mais aujourd'hui j'ai appris à me connaître, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis fait confiance et je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. Et alors, je vais vous reposer la même question que celle que j'ai posée à Caroline Sost hier. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'avoir une bonne estime de soi pour pouvoir changer le monde ? Oui, c'est la base. Si on ne croit pas en soi, on ne peut pas croire en nos actions. C'est-à-dire que l'énergie qu'on va mettre pour faire changer les choses, elle sera 10 fois, 1000 fois plus forte si on l'incarne totalement. Donc cette énergie en fait elle est à partir du moment où on a l'estime de soi, de l'amour pour soi, on rayonne beaucoup plus, donc on arrive à embarquer beaucoup plus de personnes avec nous, c'est la base du leadership et effectivement pour moi ça nous permet de soulever des montagnes. Et alors quelqu'un qui aimerait justement plus croire en soi, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? De regarder mes vidéos ? Non, je rigole. Je conseillerais de tout cet amour, toute cette énergie qu'elle va mettre pour les autres, qu'elle essaie de voir ce que ça fait si elle se la donne à soi.
d'essayer de prendre voilà, ce paquet de big love qu'elle est capable d'envoyer, parce qu'en général, les gens qui n'ont pas confiance en eux sont d'une générosité extrême pour les autres, qu'ils essaient de voir ce que ça fait quand ils se l'amènent à eux. Ça fait bizarre au début, on a l'impression que non, on n'en vaut pas la peine, et puis d'apprendre en fait à se regarder, changer ses pensées, changer le regard qu'on a sur soi pour se dire qu'on est vraiment quelqu'un de chouette. Et ça, vous pensez qu'une personne peut le faire seule ou a besoin d'être accompagnée? Elle est difficile votre question parce qu'il y a différents stades en fait de dévalorisation et de dépréciation de soi. Donc c'est vrai que moi je conseille de le faire accompagner ou au moins avec un support. C'est-à-dire que ça peut être un bouquin qui vous accompagne. Si on se met tout seul devant sa glace, genre je suis génial, je suis génial, je suis génial, je suis génial, si on l'incarne pas, ça va être compliqué. Donc il y a plein de livres, de vidéos, de coachs qui permettent effectivement de commencer à comprendre cette réalité. Donc c'est bien d'avoir un petit coup de pouce pour commencer. Et donc tout à l'heure, au début de l'interview, vous aviez dit que vous vous occupiez des enfants ou même des adultes peut-être. Tout à fait. Ouais, des adultes aussi, HP au potentiel. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ils sont merveilleux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Forcément, j'en fais partie, mais pas que, je suis aussi dyslexique et dyscalculique. La spécificité des hauts potentiels, donc qui font partie des diversités cognitives, que vous en dire? Vous dire que qu'on pense pas pareil, qu'on voit le monde différemment, on a un autre prisme en fait. Le fait d'avoir ce qu'on appelle une pensée en arborescence, c'est-à-dire d'avoir plein d'idées en même temps, d'être capable de voir l'intégralité des possibles et de zoomer sur les détails, fait qu'on a souvent un train d'avance. On pense très vite, beaucoup trop, ça nous empêche de dormir, on s'acidifie le corps énormément. On est, on est aussi géniaux qu'on est chiant en fait, de façon très objective. C'est-à-dire qu'on est capable du pire et du meilleur. Et on est aussi capable, vous parlez de confiance en soi tout à l'heure, on est aussi capable de s'autodétruire. Et c'est ce qui est extrêmement délicat. Et c'est pour ça, en fait, en général, moi, que j'interviens, beaucoup d'adultes en burn-out qui ont décidé d'être à fond sur du perfectionnisme, qui ne sont pas en phase avec leur côté haut potentiel et qui, du coup, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, ce que je pourrais vous dire pour les hauts potentiels, comme pour les autres, qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires, comme je le dis dans mes bouquins, c'est, je les invite à comprendre quel est leur propre fonctionnement. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans le moule, ils n'ont pas besoin de se conformer à la société. Piger leur code, comprendre celui de la société et traduire ensemble pour arriver à faire avancer les choses. Parce que je reste convaincue que nous sommes moteurs de plein de changements. Et c'est beau ce que vous dites. Et vous voyez, moi j'ai découvert que je fais partie du monde des HP il y a 6 mois. Et je ne sais pas encore si c'est une force ou un handicap en fait. J'ai pas encore. Des fois je balance du côté force, des fois du côté handicap par rapport à l'hypersensibilité, cette vision différente. Enfin voilà, j'arrive pas encore vraiment à me situer. Mais c'est les deux en fait, et c'est ce que vous décidez que c'est. C'est-à-dire que, à mes yeux, aujourd'hui, c'est une force. Vous m'auriez croisé il y a 20 ans, je vous aurais dit que c'était atroce au-delà du handicap, que ça m'empêchait de vivre en fait. On a cette ambivalence, mais j'allais dire un peu comme tout le monde. Si vous décidez que c'est une force, ce qui aujourd'hui est handicapant pour vous, vous allez aussi en faire une force. L'hypersensibilité, moi je trouve que c'est le plus beau cadeau de la vie que je puisse avoir, parce que ça me donne justement cette perception des choses que beaucoup d'autres personnes ne voient pas. Et du coup, je suis en alerte, je suis en vigilance, ça m'a développé une intuition, un truc de dingue. Et aujourd'hui, dans mes coachings, dans mon accompagnement, dans mes conférences, même les gens qui viennent me voir au stand, là, je ressens les choses, je perçois ce qui est. J'ai même pas besoin de réfléchir aux mots que je dois dire, ça vient tout seul parce que justement, j'ai cette connexion, on va dire. Donc moi, je suis ravie que vous le soyez, que vous fassiez partie de la tribu et je vous invite à vraiment voir la beauté du cadeau que vous avez. Et vous avez parlé de l'autisme aussi tout à l'heure. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Ça va être dur aussi, 2 mots. Alors, l'autisme. Plus que 2. Oui, plus que 2. L'autisme, déjà, la définition de l'autisme est quelque chose d'extrêmement délicate. Je ne me lancerai certainement pas dans une définition de l'autisme. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les diversités cognitives, en fait, on va voir le monde de façon un peu binaire, c'est-à-dire les personnes neuroatypiques, donc dans lesquelles on a tout le spectre de l'autisme avec les troubles 10, les hauts potentiels, ceux qui ont des problèmes d'attention et d'hyperactivité, les TSA, donc ex-syndrome d'Asperger, tout ça. Voilà. L'autisme, c'est le fait d'avoir un cerveau qui est câblé différemment. Et les autres, les classiques. Alors, il y a plein de mots, hein, on va trouver les normaux pensants, j'aime pas trop cette terminologie-là, moi j'appelle ça les personnes classiques quoi, voilà. Ouais. Et en fait l'autisme c'est extrêmement varié. Vous avez, on va prendre
ce qu'on appelle les TSA, donc ex-syndrome d'Asperger, sont des personnes qui sont à haut potentiel ou pas. La principale spécificité, c'est la ritualisation en fait. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin de rituels, qui ont besoin de s'enfermer, ce qui vient sur la logique de l'autisme, et qui sont en train en fait d'avoir une connexion avec le monde qui est extrêmement particulière. Donc, très sollicités, leurs sens sont extrêmement sollicités, le bruit, la lumière va être déjà pour nous, personnes au potentiel ou dyslexiques, on a du mal avec tout ça, c'est notre hypersensibilité aussi. Pour eux, c'est une très très grande agression. Hein, le moindre bruit perce les tympans. Et ça, voilà, c'est une des spécificités du spectre de l'autisme. Et je vous invite à regarder une vidéo, je ne sais pas si vous la connaissez, une vidéo en anglais d'une nana qui s'appelle Agnès, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle In My Language, dans mon langage. C'est une autiste non-verbale qui, cette vidéo est sur YouTube, qui vous présente en fait comment elle communique, elle entre en connexion avec plein d'éléments autour d'elle. Mais ça peut être les feuilles de son cahier comme plein d'autres choses. Je dirais que ce monde de l'autisme est une autre intelligence, une autre façon de communiquer avec le monde. Et donc, évidemment, tous ces enfants ont leur place à l'école. Est-ce que ça fait partie de votre bataille ou pas ? Oui, ça fait partie de ma bataille, c'est un mot. Alors, je suis non violente, on va dire. Enfin, j'étais tellement dans la colère avant qu'aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté. Ça fait partie pour moi des objectifs à mettre pour une éducation publique. Je ne vais pas dire que l'éducation nationale doit faire des efforts parce que c'est hyper facile de tirer sur l'éducation nationale. Non, c'est notre rôle à chacun en fait de permettre à ces enfants d'avoir leur place dans l'enseignement. Mais pour moi, il faut qu'on bosse tous ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'éducation nationale, ce sont des gens comme moi qui accompagnons en extérieur, des neuropsys, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes. On a besoin de rassembler tous nos talents parce que chaque profil est unique. Il ne va pas y avoir une recette extraordinaire pour avoir tous les gamins en cours. Et surtout, c'est donner tous les outils aux enseignants et repenser l'enseignement. Cet après-midi, je vais faire un atelier justement sur les apprentissages. Nous sommes aux antipodes du fonctionnement normal du cerveau pour un apprentissage. Donc rien que si on revenait à ça, je dirais les neuroatypiques et les neurotypiques pourraient nettement plus s'éclater à l'école, devenir eux-mêmes, avoir une estime d'eux-mêmes. Tout ce que je veux, c'est ne plus avoir de job par rapport à tout ça, que chacun trouve sa place et soit heureux d'être qui il est. Oui, donc tout le monde tous les enfants pourraient y trouver leur compte et c'est vraiment votre objectif. Bon, il y a la musique qui arrive en fanfare, mais c'est pas grave, on va quand même continuer. On sait qu'on est au Festival de l'école de la vie et que le son sera un peu moins bon qu'en temps normal. J'espère qu'on nous entend encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer avec une citation. J'ai oublié de vous prévenir à l'avance. Une citation et un livre, ou l'un ou l'autre. Pas de panique. Je vais prendre une citation, j'adore Albert Einstein et j'adore sa citation qui dit que la folie, c'est de penser qu'en faisant toujours la même chose, on va arriver à un résultat différent. Et donc voilà, j'invite à ce que notre regard change sur l'autisme, sur la neurodiversité et en se disant qu'on peut peut-être faire différemment et que du coup ça va faire de belles choses. Eh bien, merci beaucoup Claire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver ? Ici sur le festival ou en vrai ? Non, s'ils écoutent ça dans cette interview dans plusieurs mois, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Alors, on me retrouve sur internet, sur le site clairestreet.com, sur Facebook et sur YouTube avec la chaîne Pleinement Moi. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci Céline. On a été obligé de raccourcir ce podcast à cause du bruit autour de nous. Mais voilà, si vous voulez découvrir son travail, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube Pleinement Moi pour en apprendre plus. À bientôt.